Bienvenue à Milligrammes par kilo, un balado qui parle de médicaments en pédiatrie. L'information contenue dans ce balado ne remplace pas le jugement professionnel. Il s'agit d'un survol de divers sujets pour les professionnels de la santé ou pour toute personne intéressée. Bonne écoute! Salut tout le monde! Bonjour, Émilie Roy-Saint-Pierre, pharmacienne en pédiatrie générale. Le sujet du jour, les infections urinaires, car c'est quand même une des infections bactériennes les plus fréquentes en pédiatrie. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Stéphanie Tremblay, pharmacienne à l'hôpital Sainte-Justine en pédiatrie générale et maladies infectieuses depuis 1997. Elle était également membre du groupe de travail sur les infections urinaires du CHU Sainte-Justine depuis 1999 et c'est l'actuelle coprésidente du CRUAM, donc c'est notre comité d'antibiogouvernance. Merci. J'ai également la chance d'avoir Dr Brigitte Parisien, une pédiatre générale du CHU Sainte-Justine. Elle est impliquée en pédiatrie hospitalière et c'est également une co-gestionnaire sur l'unité de médecine de jour. Dr Parisien a également travaillé sur le développement et la mise à jour de guides cliniques, dont celui de l'infection urinaire. Donc encore merci d'être là aujourd'hui. Merci de nous recevoir. Donc pour commencer, Brigitte, est-ce que tu pourrais nous rappeler quelques définitions là, sur les différents types d'infections urinaires, juste pour qu'on s'y retrouve un peu? Oui, tout à fait. L'infection urinaire, on la considère haute ou basse. Quand l'infection se retrouve au niveau de la vessie, donc l'urine est infectée au niveau de la vessie, on décrit une infection urinaire qui est basse. Quand elle est haute, c'est que l'infection s'est propagée là, au niveau des voies urinaires supérieures. Fait que là, on parle des reins puis des uretères. Donc, l'infection urinaire haute est une infection qui est comme plus sévère, plus avancée. Euh, c'est souvent aussi l'infection qui va se présenter avec des symptômes systémiques, hein, frissons, fièvre notamment, alors que l'infection urinaire basse, elle va se présenter avec des symptômes plus euh, localisés, si on veut. Donc, de la brûlure mictionnelle, de la douleur suspubienne, donc au niveau du bas du ventre ou du sang dans l'urine. Souvent, ça va être chez les enfants plus vieux parce que c'est eux qui sont en mesure de nous décrire ces symptômes-là, alors que l'enfant plus jeune va souvent se présenter d'emblée avec une infection urinaire haute, en raison du fait qu'il ne peut pas nous décrire là, Effectivement. ces symptômes de brûlure. Est-ce que tu pourrais me distinguer, là, tu as parlé un peu des infections urinaires avec fièvre, parce que des fois, il peut y avoir des infections urinaires, justement, sans fièvre, mais juste avec les symptômes urinaires. Oui, tout Ouais. à fait. Donc, c'est une infection qui va être vraiment plus localisée au niveau de la vessie quand il n'y a pas de symptômes systémiques puis qu'il y a juste des symptômes comme irritatifs. Mais souvent, ça va être chez l'enfant plus vieux. L'enfant plus jeune, lui, va avoir une infection plus systémique. Euh, mais puis les facteurs de risque également vont changer en fonction de l'âge de l'enfant. Donc, l'enfant plus jeune, le nourrisson, le nouveau-né, son facteur de risque principal, c'est la présence d'anomalies au niveau de l'arbre urinaire. Fait que des anomalies au niveau de la vessie, des reins ou des tuyaux entre les deux. Alors que chez l'enfant plus vieux, donc on parle d'un enfant en haut de 3 ans, en haut de 4 ans, qui a acquis la continence, c'est-à-dire qui n'a plus besoin du port de la couche, ben, chez cet enfant-là, son principal facteur de risque, ça va être une dysfonction d'élimination, comme une constipation, par exemple. Ah, OK, ben. Puis, comment tu qualifierais une infection urinaire compliquée? Fait que l'infection urinaire compliquée, c'est celle qui s'accompagne, par exemple, d'un abcès au niveau d'un rein. Donc, un abcès, c'est la présence de pus là, entourée d'une coque. Puis dans l'intermédiaire, on peut aussi voir de la néphronie, qui est une trouvaille radiologique, puis en fait, qui démontre la présence de pus qui n'est pas entourée d'une coque, puis qui se retrouve au niveau des reins. Fait que ça, c'est une forme de complication infectieuse de l'infection urinaire. Puis les autres complications, ben, euh, vont dépendre là, de la santé des reins avant l'infection. Donc, par exemple, un patient ou un enfant qui a déjà des problèmes rénaux, une des complications pourrait être l'apparition d'une insuffisance rénale, là. Donc,
d'une anomalie au niveau de la fonction du D'accord, je rein. comprends. Mais ça doit quand même être rare, une insuffisance rénale secondaire Oui, à une infection urinaire. oui, c'est OK. assez rare. OK, Mais il faut la suspecter quand quand on même. a un patient qui a des anomalies des reins D'accord. connues. Puis là, on a parlé un peu des malformations rénales. Ça, c'est quand même important, j'imagine, à prendre en compte dans l'histoire, dans les antécédents médicaux du patient, quand on va faire le choix de traitement, j'imagine. Oui, tout à fait. Un patient qui a des malformations connues Mhm. ou qui a eu une chirurgie ou un appareillage sur les reins, euh, ça peut être un patient chez qui on choisit un traitement par voie intraveineuse au lieu d'un traitement oral. On va en parler un peu plus Ouais, tard, mais effectivement, c'est à prendre en considération pour le choix du traitement. d'accord, c'est bon, merci. Toi, quand tu as un patient qui arrive justement comme pédiatre, comment tu poses ton diagnostic? C'est quoi les grandes étapes que tu fais? Donc, chez l'enfant très jeune qui a peu de symptômes urinaires spécifiques, il faut la suspecter de manière assez rapide en présence d'une fièvre, surtout quand il n'y a pas d'autres foyers à la fièvre qui sont évidents. Par exemple, si c'est pas un enfant qui présente un rhume, un nez qui coule, des symptômes respiratoires, il faut quand même suspecter là, une infection urinaire de manière assez rapide chez ces jeunes enfants-là. Parfois, ça se présente seulement avec vomissement et de la fièvre, donc il faut avoir un index de suspicion quand Quand même même. élevé Ouais, pour on dirait que c'est pas l'infection les urinaire. premiers symptômes auxquels je pensais là, quand je pense infection urinaire, Effectivement, là. c'est OK. ça. Puis la façon qu'on peut faire le diagnostic, c'est en allant chercher un échantillon d'urine qui est stérile. Puis ça, je mets de l'emphase sur le mot stérile parce que c'est très important là, pour l'interprétation qu'on va faire là, de la culture, là. Mhm. J'imagine que sinon on aurait des taux de contamination trop élevés si c'est mal fait. Mm. Exactement. Puis chez l'enfant qui est non continent, donc qui porte une couche, la façon donc d'aller chercher un prélèvement stérile, c'est soit de faire un cathétérisme, donc on insère un cathéter là, dans l'urètre pour aller chercher l'urine dans la vessie. Euh, il y a aussi une autre technique qui s'appelle la ponction vésicale, où on insère une aiguille au niveau suspubien là, pour aller chercher l'urine directement dans la vessie, mais c'est plutôt rare qu'on Mhm. utilise cette technique-là maintenant. Puis, dans de rares cas où, par exemple, le cathétérisme est difficile, ben, on va faire une technique qui s'appelle le clean catch. Donc, c'est un mi-jet, mais chez l'enfant incontinent. Donc, on va s'assurer d'un bon nettoyage, on va tenir l'enfant, puis on va récupérer l'urine là, au moment d'une miction spontanée. Ok, d'accord. Puis ça serait quoi tes seuils de positivité pour dire, ah, il risque d'avoir une bactérie là, qui va pousser là, dans la Ouais. culture? Fait que, tu sais, la première chose qu'on obtient du laboratoire quand on envoie notre échantillon, ben, c'est une analyse. Dans l'analyse, il peut y avoir des indices d'infection urinaire. Fait que souvent, c'est sur cette base-là là, qu'on décide de traiter. Euh, mais après ça, le résultat final là, pour vraiment conclure à l'infection urinaire, c'est la culture elle-même. Pour un prélèvement par cathéter, il faut avoir au moins tu sais, 50 fois 10 à la 6 CFU qu'on dit. Euh, Des colony des... forming units. Ouais. Exactement. Par unité de liquide pour faire un diagnostic, alors que pour un MIGE, ça prend une plus grande charge de bactéries. Donc, on considère un prélèvement qui est positif quand on a 100 fois 10 à la 6 CFU par OK. litre. Euh, Est-ce que ça arrive souvent qu'on a des analyses urinaires qui ont l'air tout à fait normales, mais que finalement, il y a quelque chose qui pousse dans la culture? Et inversement, est-ce qu'une analyse urinaire qui semble positive, c'est pas mal sûr qu'il va y avoir quelque chose qui va pousser dans la mhm. culture urinaire? Fait que ça dépend de ce qu'on regarde sur OK. l'analyse. Euh, Quand les nitrites sont positifs, c'est pratiquement sûr à 100% que la culture va être positive. L'autre élément qu'on regarde beaucoup, c'est les leucocytes estérases. Ça aussi, quand c'est positif, ça augmente la valeur prédictive de la culture. Mais quand on regarde, par exemple, l'hématurie, ça, c'est un mauvais prédicteur. OK. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on obtient. OK, Puis, d'accord. oui, c'est possible qu'on ait une analyse qui soit négative, notamment chez les petits bébés qui urinent fréquemment, Hmm. Ça qui serait n'auraient trop pas le dilué. temps ou Hmm. qui n'auraient juste pas le temps
parce que le nitrite, c'est une transformation de nitrate en nitrite par la bactérie dans l'urine. Puis si le bébé urine fréquemment, il n'a pas le temps de faire cette conversion-là. Ah, Fait que c'est ce d'accord. qu'on peut appeler un faux négatif. D'accord. C'est bon. Bon, puis tu as parlé un peu des complications tantôt, donc je pense que ça fait un bon tour d'horizon là, pour les infections urinaires. On va passer maintenant au traitement pharmacologique avec toi, Mhm. Stéphanie. Avant toute chose, on va juste mettre les bases. Là, c'est quoi les bactéries pathogènes là, qu'on retrouve le plus fréquemment en infection urinaire? Alors, la bactérie la plus commune qu'on voit la plus souvent, qui est la plus rapportée, c'est notre bon vieux Escherichia coli, donc notre E. coli. Ça, c'est vraiment de loin la bactérie la plus fréquente qu'on voit. Ensuite, en ordre de fréquence, ce serait l'entérocoque. En tout cas, ça, c'est les fréquences que nous, on a à Sainte-Justine, mais c'est ça aussi qui est rapporté dans la littérature. Donc, l'entérocoque. Ensuite, on voit le Klebsiella, le Proteus mirabilis. On a aussi une catégorie que c'est les entérobactéries qui sont productrices d'AMP-C, qu'on pourrait dire. Un AMP-C, c'est une enzyme qui est produite par la bactérie qui va apporter de la résistance à certains antibiotiques, entre autres aux pénicillines, toutes les pénicillines et à certaines classes de céphalosporines. Donc, ces bactéries-là, ce serait l'Enterobacter cloacae, les Citrobacter, les Morganella, les Serratia. Ça, c'est méchant. Puis, oui, des bactéries, ça fait des infections urinaires plus difficiles à traiter. Rarement, en présence de certains facteurs de risque, on va voir du pseudomonas en pédiatrie, mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas trop souvent. Et très, très, très rarement du Staph aureus. Quand on en a, des fois, on doute de la Ouais, véracité c'est de notre peut-être une culture. contamination. Non, on pense que Ouais. c'est une contamination, mais parfois c'est vrai. Puis c'est quand même rapporté dans la OK. littérature. Ouais. On voit que c'est des bactéries qu'on trouve en fait dans les selles. En fait, hein. C'est parce Mhm. que surtout en pédiatrie, avec les enfants qui sont en couche, où les selles sont en contact là, OK. avec l'urine. C'est assez logique. Urinaire. Ah. Puis dis-moi, c'est quand. Là, on a parlé justement là, des analyses urinaires, culture urinaire, toute la clinique. C'est quand est-ce que c'est approprié de traiter en premier par voie intraveineuse ou par voie orale? Comment on démarre ça, ces traitements-là? OK. Ben, Brigitte en a parlé, là, mais en général, donc, quand l'enfant se présente, puis là, le médecin reçoit les résultats de l'analyse, puis elle est positive, il va prendre une décision s'il traite effectivement par la bouche ou par les veines. Euh, Nous, à Sainte-Justine, c'est sûr que les pratiques ont changé là, au cours des dernières années. Je dirais au cours des 20 dernières années, ça a beaucoup changé. Maintenant, nous, ce qu'on fait, c'est que chez les bébés d'en bas d'un mois, eux, on les hospitalise pour le traitement. Les enfants de 1 à 2 mois, on amorce le traitement par la voie intraveineuse. Mais nous, on a un centre de jour qui est quand même assez bien fonctionnel. Donc, habituellement, on va les traiter, on va les revoir en centre de jour. Euh, mais on va les hospitaliser là, selon certains critères. Là. Par exemple, s'il y a des signes de toxicité ou de déshydratation, si la créatinine est anormale, ce qui laisse suspecter une insuffisance rénale. Si c'est un enfant, puis ça peut être aussi les enfants là, de plus de 2 mois qu'on va hospitaliser aussi, là, mais si c'est un enfant qui a une histoire d'infection urinaire antérieure assez récente avec un germe qui était très résistant, s'il y a une intervention chirurgicale sur l'arbre urinaire dans les mois précédents, si on a une hémoculture qui est aussi positive avec une bactérie à gram négative, donc là, on s'en va vers une bactériémie, un sepsis, là, donc ça nécessite une hospitalisation. Si c'est un petit bébé, il y a une ponction lombaire qui a été faite, puis notre ponction lombaire est anormale, évidemment, on va l'hospitaliser parce qu'il y a peut-être une méningite. Si on a des enfants qui ont des malformations urinaires, donc des uropathies obstructives, si c'est un enfant qui a une chirurgie urinaire puis un appareillage fait en uro, là, par exemple un stent ou des choses comme ça. Double J, là, mais- Ou parfois pour des raisons psychosociales qui feraient que l'enfant ne pourrait pas se présenter au centre de jour le lendemain, par exemple, des problèmes de transport, des barrières de langage, des choses comme ça. D'accord, je vois. Donc, Après ouais. 2 mois, on va traiter les enfants par la bouche d'emblée, en fait, sauf si on a les facteurs de risque là, que j'ai mentionnés plus tôt. Là. D'accord, c'est très clair, excellent. Puis, parmi les traitements empiriques des antibiotiques IV, voudrais-tu nous résumer Oui. le tout? On va vouloir traiter, en fait, on va vouloir couvrir le plus grand nombre possible de bactéries là, dans nos bactéries les plus fréquentes. Fait qu'on va en général commencer par un aminoside. Nous, on utilise la tobramycine ou la gentamicine là, selon la disponibilité de l'un ou l'autre. Présentement, c'est la tobramycine qu'on utilise. On va quand même rajouter une pénicilline pour couvrir l'entérocoque, qui est quand même assez fréquent.
Donc, ça va être l'ampicilline si on traite l'enfant complètement intraveineux ou si l'enfant est au centre de jour puis qu'on lui donne de la gentamicine en unicotidien ou de la tobramycine en unicotidien, on va le traiter par la bouche. On n'utilisera pas, par contre, l'amoxicilline ou l'ampicilline si on a des nitrites positifs dans notre analyse d'urine parce que les entérocoques, ils vont pas produire des nitrites. Donc, si les nitrites sont là, c'est sûr que c'est un entérocoque. Donc, on n'a pas besoin de donner l'ampicilline ou l'amoxicilline. Pardon? C'est sûr que c'est pas un entérocoque. Oui, c'est sûr que c'est pas un entérocoque. Excusez-moi, je pense que je l'ai dit à l'envers. Merci. Pour ce qui est des doses, la tobramycine, donc chez les patients de plus d'un mois, on va donner notre traitement en unicotidien. C'est ça qui permet de faire notre traitement en centre de jour là, pour la population entre 1 mois et 2 mois. La dose qu'on va utiliser, c'est 5 mg par kilo. Juste un petit point historique, là. Dans le fond, quand on a commencé à faire ça, c'était à la fin des années 90, début des années 2000, puis il n'y avait vraiment pas beaucoup de données sur l'utilisation des aminosides en quotidien en pédiatrie. Mais pour nous, c'était quelque chose qui était important parce que ça permettait justement de faire venir les enfants au centre de jour et de pas de pas les hospitaliser. Puis on a comme élaboré notre dose à partir des doses qu'on donnait en pédiatrie, là, le 5 mg par kilo. Depuis ce temps-là, il y a des données publiées qui disent qui recommandent d'utiliser des doses de plus de 8 à 10 mg par kilo en pédiatrie, mais c'est pour des infections plus sévères, là, comme une appendicite, par exemple, ou en neutropénie fébrile. On a quand même décidé de conserver notre dose de 5 mg par kilo parce que les aminosides vont se concentrer super bien dans les reins, puis on a une belle efficacité avec ça. Puis on diminue un peu la toxicité. OK, c'est ça, parce que 8-10, ça aurait été aussi unicotidien. Mais Oui. là, on est comme à la dose minimale efficace Exactement. de 5 mg par kilo. Oui, une fois par minimale jour. efficace qui va éliminer la toxicité. Puis Ok. ça fonctionne bien comme ça, Bon. puis c'est la dose qu'on utilise. On donne une dose maximale de 300 mg là, si c'est un enfant plus vieux. On arrête en général à 300 mg. Par la suite, après la réception de l'antibiogramme, ben là, si on décide de poursuivre le traitement par la voie intraveineuse, ben là, on pourrait changer d'antibiotique dépendamment des circonstances, dépendamment si l'enfant est hospitalisé ou pas. Parce que s'il est hospitalisé, ben là, on pourrait lui donner un médicament qui se donne plusieurs fois par jour, puis encore moins de toxicité rénale. OK, c'est bon. Puis justement, parlant de néphrotoxicité et Oui. tout, des fois on entend, bon, comme pharmacien, les aminosides. Parfois, on fait des suivis thérapeutiques de médicaments, ce qu'on appelle le TDM, le Therapeutic Drug Monitoring. Oui. Est-ce que en unicotidien, infection urinaire, il faudrait faire ça? Nous, en général, on ne le fait pas d'emblée parce qu'en général, après 48 à 72 heures, on a reçu les résultats de notre antibiogramme. Puis, en général, l'enfant, il fait plus de fièvre, puis plus de symptômes, puis ou moins de symptômes, puis on peut le passer par la bouche. Donc, on n'en fait pas. Puis aussi, on n'a pas vraiment de données là, de creux visés pour les infections urinaires. C'était des creux très... de creux et de pics, en fait, plus que je devrais dire, de concentration maximale à viser. Puis donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va plutôt faire un pré-dose avant la 4e dose, juste pour s'assurer qu'on n'a pas de toxicité, puis on vise un creux très, très bas, là. On s'attend, en fait, à ce qu'il soit indétectable, en fait, le creux, parce que c'est une petite dose qu'on donne aux 24 heures, là. Si on a un creux qui est assez élevé, disons à 1, ben, aux 24 heures, on va suspecter une infection, une insuffisance rénale, en fait. Fait que c'est moins idéal. Mais c'est très rare qu'on procède à des dosages dans cette population-là. Effectivement. Parfait. Puis là, on a parlé des traitements IV. Veux-tu nous parler un peu des traitements Péros? Oui. Donc, nous, notre premier choix en Péros, c'est la céfixime. La céfixime, elle a une très bonne pénétration rénale. Elle a une très bonne efficacité sur les bactéries qu'on rencontre le plus couramment là, en pédiatrie, en tout cas. Par exemple, en 2021, quand on a fait notre dernier guide, on a fait ce qu'on appelle un antibiogramme cumulatif, qu'on a, dans le fond, regardé les sensibilités de nos bactéries, là, des cultures qu'on avait à Sainte-Justine. Puis, il y avait 92 de nos Escherichia coli qui étaient sensibles à la céfixime, puis 96 de nos Klebsiella, puis de 98 de nos protéus. Aussi, la céfixime est disponible en solution orale, elle se donne une fois par jour, c'est super pratique. C'est certain qu'on ne couvre pas l'entérocoque, par exemple, avec la céfixime, fait qu'on s'assure quand même de suivre là, les antibiogrammes lors des visites des patients au centre de jour.
Puis une autre chose qui a mené à notre choix d'utiliser la cefixime, c'est que vers la fin des années 90, c'est là qu'on a commencé à traiter les enfants plus par la bouche. Puis dans les études qui avaient été publiées à ce moment-là, dont une célèbre étude de M. Obermann, on utilisait c'est la cefixime qui était utilisée. Fait que c'est pour ça là, c'est ça qui a mené à notre choix. Je voulais juste parler aussi de la posologie de cefixime parce que Vas-y. les gens qui ont accès à notre guide de Sainte-Justine, parfois, ils nous posent des questions, puis on a parfois des appels là-dessus. Donc, historiquement, là, quand on a commencé notre protocole, la cefixime, ce qu'on voyait dans la littérature, c'est que la première journée, on donnait 2 doses de cefixime. Donc, une dose aux 12 heures, c'est des doses de 8 mg par kilo. Puis après ça, on passait à une fois par jour. Puis là, ben, depuis quelques années, on s'est rendu compte qu'on ne retrouvait plus ces doses-là là, dans les bases de données, en tout cas, à lesquelles on a accès. Fait que c'est peut-être quelque chose là, qu'on pourrait discuter lors de la prochaine mise à jour de notre protocole. Là. Fait qu'on aurait peut-être plus besoin justement de donner la dose charge. Une espèce de Ça dose pourrait de juste charge. être plus simple, c'est la même dose une fois Une par fois jour par pour jour le reste. Jusqu'à la pour le fin. reste. D'un autre côté, ça ne cause pas vraiment de problème de toxicité. Ouais. C'est des enfants que l'enfant arrive à l'urgence, il n'est pas bien, on arrive au milieu de la nuit, il reçoit une dose. C'est pas mauvais qu'il reçoive une autre dose Ok. rapidement, puis ça fait une espèce de petite dose de charge, puis il n'y a pas de toxicité, mais c'est quelque chose qu'on va à discuter. Puis toi, Stéphanie, comme pharmacienne, tu as souvent des ruptures de stock à gérer. Qu'est-ce que tu fais si la cefixime tombe en back order? C'est ça. Donc, c'est arrivé dans les dernières années qu'on a eu des ruptures de stock de cefixime, entre autres. On avait choisi la céphalexine à ce moment-là comme alternative. Même, je pense que sur nos feuilles d'ordonnance prérédigées, on l'a laissé au cas où qu'il y aurait une rupture de stock. Nous, c'était un petit peu moins efficace là, contre nos E. coli, mais c'était une alternative qu'on trouvait sécuritaire, puis pratique d'utilisation, pratique à utiliser. On avait aussi considéré le clavulin, mais si une C'est moins grosse, bien toléré. qui est quand même moins bien tolérée qu'un risque de diarrhée, c'est quand Mhm. même. Puis qui est aussi une bêta-lactame. Ben, la céphalexine aussi, mais il y a quand même parfois des bactéries qui vont développer de la résistance au clavulin. Mais mais c'est sûr que si on avait une grosse rupture de stock de cefixime encore, j'imagine qu'on réévaluerait notre choix avec nos sensibilités là, les plus récentes. Ok. Bon, ben, c'est parti me remettre jusqu'à la prochaine rupture de stock. Puis là, on a parlé d'IV Péros. Donc, c'est quand tu passerais du traitement IV, là, l'enfant va un peu mieux. C'est quand tu passes vers le Péros? Ben c'est ça. Donc, chez le patient, plus de 30 jours, on peut passer Péros là, lorsque le patient il a des signes d'amélioration. Puis le résultat de notre culture, il va permettre là, de donner un traitement par la voie orale. En fait, notre antibiogramme est Puis on va sorti. pouvoir sélectionner. On peut trouver un antibiotique plus approprié. Puis l'enfant fait plus de fièvre, puis les parents sont à l'aise de le traiter par la bouche. Je reviens à toi, Brigitte. Ça serait quoi la durée de traitement là, que tu donnerais là, pour compléter justement ce traitement d'antibiotique-là? Puis on pourrait les séparer pour un enfant de moins d'un mois de vie, puis la durée de traitement pour ceux de plus d'un mois. Fait que les enfants plus jeunes, on veut les traiter un peu plus longtemps parce que on s'inquiète de différents facteurs comme l'absorption du médicament et tout. Donc, on est assez conservateur dans cette population-là, puis on va garder un traitement d'environ 14 jours pour le nouveau-né, donc l'enfant de moins d'un mois. La durée du traitement intraveineux versus Péros est très débattue, là. Je pense qu'on n'a pas de réelles données là, qui supportent le timing du changement. Probablement là, que on devrait faire là, quelque part autour de 5 à 7 jours par la veine avec un relais par la bouche ensuite, mais ça dépend vraiment là, des différents facteurs là, chez ce nouveau-né-là, de son âge, notamment là, en termes de son 0-30 jours, Ouais, là, c'est peut ça. avoir un C'est impact. différent Là. un 2 jours puis un 28 jours. là, Exact, de- tout à fait. Tout à fait. Bon, on va être très prudent là, dans cette catégorie de patients. Chez les enfants plus vieux, on est dans des durées de 7 à 10 jours. Évidemment, ça va dépendre de différents facteurs, là, notamment parfois le germe, les comorbidités. Mais chez un enfant qui va bien, probablement qu'un traitement de 7 jours est approprié. Puis éventuellement, on a de plus en plus de données qui pourraient suggérer qu'un traitement plus court de 5 jours pourrait également être efficace. Mais c'est un autre aspect sur lequel il va falloir travailler là, dans notre prochaine itération de guide clinique. Ouais, en effet. Super.
Puis maintenant qu'on a parlé des traitements, puis je pense que ça a été très clair et bien résumé de votre part, merci. On pourrait parler des prophylaxies, là, il y a une catégorie là, de patients qui se méritent de continuer une antibioprophylaxie. Ça serait dans quel cas que c'est indiqué? Ben, la plus grande catégorie de patients qui a besoin de prophylaxie, c'est les patients qui ont ce qu'on appelle des reflux vésico-urétéraux. Fait que ça, ce sont des malformations de l'arbre urinaire qui font en sorte que l'urine, au moment de la contraction de la vessie, va aussi remonter vers les reins. Donc, c'est ce qu'on appelle le reflux. Il y a différents grades de reflux. Puis les grades les plus élevés, donc ceux où il y a continuellement de l'urine là, qui part de la vessie puis qui remonte vers les reins, ben, c'est ceux-là sur lesquels on veut prévenir les infections en donnant une prophylaxie. D'accord. Là, j'accélère, je vois le temps qui passe. Là. Donc, Stéphanie, pourrais-tu un peu nous résumer c'est quoi les molécules qu'on utilise en prophylaxie? Oui, mais le choix le plus fréquent, c'est le triméthoprim sulfaméthoxazole, donc le Septra ou Bactrin, là, dépendamment de où on se situe au Québec, qu'on va donner à la posologie de 2 à 4 mg par kilo par jour en TMP, une fois par jour. C'est sûr qu'avant de donner du triméthoprim sulfaméthoxazole, il y a des points à considérer. Par exemple, on ne peut pas le donner chez les nouveau-nés en bas d'un mois parce qu'il y a un risque théorique de kernictère, ça va déplacer la bilirubine. En pratique, je dirais que c'est en bas d'un mois qu'on n'en donne pas, même si dans la littérature, c'est plus 2 mois là, qui est recommandé. Il faut aussi penser qu'il y a une solution, que la solution orale commerciale est en rupture de stock depuis plusieurs années, puis les mastrals, ils sont vraiment pas bien tolérés par les enfants. On n'a pas de recette qui goûte vraiment bon. Ils sont compliqués à faire. Donc, si on envisage de donner du Septra, dans le fond, c'est qu'il faut penser peut-être utiliser des fractions de comprimés. Une dose qui va marcher avec les fractions de comprimés, c'est peut-être la solution la plus pratique. Puis évidemment, il ne faut pas le donner si on a un déficit en G6PD. Donc, il faut penser à ça quand même. Chez les nouveau-nés, lorsqu'on doit utiliser une prophylaxie, on va utiliser surtout l'amoxicilline. En fait, à Sainte-Justine, on donne une dose de 20 mg par kilo, qui est un peu une dose un peu historique aussi ou traditionnelle qu'on utilisait, mais dans la littérature, on voit des doses de 10 à 15 mg par kilo. Ça aussi, j'ai des appels des fois des pharmaciens communautaires là-dessus. Une prophylaxie, en général, c'est un tiers à un quart de la dose de traitement, ou un quart à un tiers, en fait, de la dose de traitement, si on fait dans l'ordre. Donc, on peut penser qu'une dose d'infection urinaire, c'est 50 mg par kilo. Donc, un tiers, ça ferait autour de 20, un quart, ça ferait autour de 10 à 15. Donc, c'est des doses qui sont correctes. La nitrofurantoïne est aussi souvent un excellent choix de prophylaxie. Ça donne vraiment une bonne concentration urinaire, puis il y a peu de résistance, en fait. La dose, c'est 1,5 à 2 mg par kilo par dose. Par contre, il n'y a pas de solution orale commerciale. Le pharmacien peut faire une magistrale. Puis des fois, ben, dans ce cas-là aussi, là, si on envisage de donner ça, c'est peut-être pratique d'acheter la dose en fonction pour faire des fractions des comprimés qui sont commerciaux. Je vais juste donner un petit détail, un petit ajout sur la nitrofurantoïne. Ce n'est pas un bon choix de traitement dans une infection urinaire fébrile là, ou une infection urinaire haute là, parce que c'est pas vraiment absorbé. Puis donc, c'est pas un choix de traitement pour ça. Pour une infection urinaire basse, c'est correct. Mais comme on disait, des fois, c'est difficile de distinguer en pédiatrie. Puis c'est dommage parce que ça peut être vraiment tentant parce que quand on a un antibiogramme, souvent, une bactérie, par exemple, productrice d'AMC, ben, elle va souvent être sensible à la nitrofurantoïne. Fait que c'est souvent bien tentant de l'utiliser. C'est souvent notre seule option Merci de orale. soulever cette précision. Mais il faut faire attention à Parce que ça. je trouve ça intéressant quand même que les antibioprophylaxies, ce soit juste une prise au coucher. Donc, c'est quand même facile pour les parents. Puis, je retiens bien un tiers, un quart à un tiers. Moi aussi, mes fractions sont loin. C'est c'est bon à savoir. Parce que j'ai vu aussi la céphalexine en antibioprophylaxie. J'avais pas vraiment de dose, mais je me suis fiée un peu aussi à ces proportions-là. Là, excellent. Donc, j'aurais une petite question avant de terminer. Est-ce qu'il faudrait éviter le Septra en prophylaxie si, par exemple, dans mon antibiogramme, mon E. coli montre qu'il est résistant au Septra? Oui, ben ça, c'est une espèce de débat entre les spécialistes. En principe, lorsqu'un patient est sous prophylaxie puis il fait une infection urinaire, ben, c'est certain que la bactérie à laquelle il va faire une infection, elle va être résistante à son antibiotique prophylactique.
Donc, peut-être que son antibiotique a permis de prévenir plein d'autres infections. Puis là, ben, c'est celle-là qui ressort. Par contre, il y en a qui vont penser que s'il développe cette infection-là, c'est parce qu'il est colonisé avec des bactéries résistantes. Donc, à ce moment-là, on devrait changer d'antibiotique. Donc, c'est une question qui n'est pas résolue, à mon avis. Euh, puis il y en a aussi qui vont, pour éviter ça, il y en a qui vont prôner une espèce d'alternance d'antibiotiques. Donc, on va faire un mois avec un antibiotique, le mois suivant avec un autre, le mois suivant avec un autre, puis ils vont alterner comme ça pour éviter de sélectionner des bactéries résistantes. Moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est très mélangeant pour les parents de faire ça. Mais c'est ça, c'est une question, je pense, qui pourrait être plus étudiée, là. D'accord, je comprends qu'il y a comme vraiment deux écoles de pensée. Oui. On peut voir les deux en clinique. Donc, pour terminer, est-ce que tu aurais des mesures non pharmacologiques à proposer aux parents, justement, après un épisode d'infection urinaire ou Ben, pendant? chez l'enfant plus jeune qui est encore aux couches, c'est plus difficile de prévenir, hein. Ben, c'est sûr qu'on leur dit, ben, changez de la couche dès qu'elle est souillée. Mais tant et aussi longtemps que l'enfant est en couche, il peut refaire des infections urinaires à cause du contact avec les selles. Fait que ça, on s'en sort pas. Puis ça, je parle d'un enfant, évidemment, qui n'aurait pas d'autres facteurs de risque, d'autres prédispositions. Chez l'enfant plus vieux, qui lui est continent, qui porte pas de couche, mais qui fait des infections urinaires fréquemment, ben, il faut vraiment traiter la dysfonction d'élimination. Donc, il faut rechercher la constipation, il faut s'assurer que l'enfant ne se retienne pas parce que l'urine qui stagne dans la vessie, ben, c'est un milieu propice pour les bactéries. Donc, chez cet enfant-là, on va suggérer au patient là, de vraiment instaurer une routine là, d'élimination puis s'assurer qu'il ne soit pas constipé. Parfait, merci. Puis, est-ce que tu aurais des signaux d'alarme pour les intervenants de première ligne comme les pharmaciens communautaires? Juste à garder en tête. Ouais, fait que, tu sais, si vous voyez un enfant qui se présente, un jeune enfant avec des vomissements puis de la fièvre, ben ça peut être important de référer ces familles-là à la salle d'urgence parce qu'il faut éliminer une infection urinaire, là, surtout chez les très jeunes enfants qui n'ont pas d'autres symptômes. Chez un enfant qui est déjà sous traitement, on dit que les symptômes systémiques de l'infection urinaire haute, là, avec un bon traitement dans les 48 heures, ne devraient plus faire de fièvre. Donc, tu sais, un patient qui reconsulterait leur pharmacien en raison de réapparition de la fièvre ou d'autres symptômes, ben, ces patients-là aussi devraient être redirigés pour une réévaluation parce qu'après 48 heures, normalement, les enfants ne devraient plus faire de la fièvre avec un traitement qui est efficace. Parfait, merci du rappel. Donc, on va mettre les références là, utiles là, dans la description du balado. Donc, merci à vous deux d'avoir été là pour parler des infections urinaires. Et merci à vous, cher public, de nous avoir écoutés à milligrammes par kilo. Abonnez-vous sur toutes les plateformes accessibles dans la description pour ne rien manquer. Je vous invite également à laisser une réaction, un commentaire et à partager si vous avez aimé. Et le prochain épisode va porter sur l'asthme en pédiatrie. Toulou!